Vous allez bien au ciné? J'ai déjà mon billet. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Allez hop, à Créteil. Bienvenue sur le podcast des cinémas du Palais et de la Lucarne. Vous n'avez pas pu assister à une avant-première? Vous aimeriez bien réécouter l'intervention d'une réalisatrice ou d'un invité? Désormais, vous pouvez revivre les rencontres que nous vous proposons tout au long de l'année chez vous. Pour accompagner la sortie cette semaine du film très intense On vous croit, nous vous proposons de découvrir ou de réécouter les échanges avec la co-réalisatrice et co-scénariste du film, Charlotte De Villers. Elle nous avait fait le plaisir de venir pour l'avant-première du 24 octobre dernier au Cinéma du Palais. Bonne écoute. Et je vous remercie d'accueillir donc Charlotte De Villers, réalisatrice et scénariste du film On vous croit. Je te prends ce micro. Bonsoir. Donc Charlotte, merci encore d'être parmi nous ce soir. Merci à vous, merci d'être là. Alors je vais vous passer très rapidement la parole, mais j'avoue, je me permets de poser la première question. Du coup, Charlotte, est-ce que tu peux juste déjà nous parler de ton parcours qui est assez atypique pour une réalisatrice et qu'est-ce qui t'a mené justement à aller vers ce film? Merci. Déjà, je voudrais savoir, est-ce que ça va après? Ok. Ce qu'on sait, c'est pour ça qu'on laisse le générique tout se dérouler déjà pour les personnes qui ont participé au film et puis aussi pour reprendre un peu son souffle. Parce que c'est pas simple. Après un film comme celui-ci, qui était urgent et nécessaire de faire. Alors moi, en effet, j'ai un parcours atypique ou différent, et en tout cas qui m'a amené à la réalisation. Mais j'avoue que je tourne autour quand même depuis un moment. Donc moi, j'ai une formation d'éducatrice de jeunes enfants. Que j'ai fait à la sortie, voilà. Il y a des éducateurs, oui, enchantée. Et donc suite à cette formation d'éducatrice, dans lequel déjà l'observation était un de mes outils vraiment essentiel et principal, je me suis tournée vers la formation d'infirmière parce que j'avais un peu hésité entre les deux, honnêtement, et je me sentais un peu plus proche du côté du soin, en fait. Enfin voilà, c'était à la fois un peu plus proche et puis en même temps de se dire que ça se complétait bien. Il y avait quelque chose de on avance dans la formation continue, et je pense que ça c'est quand même essentiel, et je pense qu'on va revenir sur cette question de la formation aussi. Et puis toujours avec ce regard et l'observation, on observe le patient pour voir comment il va, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, quels sont les signes repérables aussi, et ces signes notamment liés aux violences. Comme je suis toujours infirmière, je travaille demain matin. J'avais oublié, mais je travaille demain matin. Comment on voit que ces signes sont très très importants à repérer, notamment dans le repérage des violences sexuelles faites aux enfants, aux femmes, aux hommes, à nous tous au final, parce que on voit bien qu'on est tous concernés. Et peu à peu, en observant ces consultations, ces patients, en voyant que la question de la violence revenait sans cesse, en fait, et parce que aujourd'hui on nous demande de poser cette question, et c'est extrêmement important, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Dans mes consultations, à partir du moment où je pose cette question de la violence, j'ai une réponse. Oui, ça m'est arrivé, ou c'est arrivé à quelqu'un de proche, ou oui, je sais pas si c'est vraiment ça, mais peut-être, en effet, on peut définir ça comme un viol. Des fois, c'est pas évident, justement, de cette définition-là, et on le sait encore aujourd'hui avec la mesure qui a été prise aujourd'hui. Voilà, c'est au niveau de mettre le consentement dans la définition du viol. Donc voilà, c'est quelque chose qui, moi, était vraiment important pour moi. Et comme je tournais un peu autour de cette question du cinéma,
je me suis dit, je vais commencer à écrire. J'ai commencé à écrire autour d'une situation, et peu à peu, un scénario a découlé, et je me suis dit, voilà, en fait, il y a urgence. Et Arnaud Dufay, donc le co-réalisateur, on s'est contacté d'abord sur un autre projet, plus en lien avec mon travail au centre médico-social, donc autour de la question des maladies sexuellement transmissibles et du VIH. Donc ça, c'est mon travail actuellement dans le cadre du dépistage. On a commencé à travailler un petit peu ensemble, et au cours de notre travail, moi, je lui rapportais souvent que lors des consultations, il y avait cette question de la violence. Au niveau des médias, c'était revenu de façon très importante avec les dernières affaires qui a eu lieu là depuis le MeToo. Et du coup, ça a été évident pour nous qu'il y avait urgence de parler de ça. Et en Belgique, parce que Arnaud est belge, il y avait un dispositif d'aide à la première réalisation, qui s'appelle en subvention légère. Donc c'est un financement particulier pour les premiers films de la Belgique, donc du Centre Wallonie-Bruxelles. Et on a postulé, et on a eu tout de suite la possibilité de faire ce film en 2 ans. Et ça correspondait très bien à cette urgence, à ce challenge aussi, de se dire, je passe de tous ces métiers et je vais garder mon outil principal qui est l'observation, pour mettre derrière la caméra et aller faire ce film-là. Voilà. Merci, tout à fait. Alors, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et je viendrai vers vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film qui était très puissant, très intense, et je pense d'utilité publique. Je comprends de votre parcours que finalement vous venez donc plutôt du soin. Là, c'est vrai que le film prend un peu une perspective beaucoup plus judiciaire de la procédure et de ce que c'est pour une mère et ses enfants de subir ça, parce que c'est un peu le ressenti qu'on a pendant le film. J'imagine que votre travail vous a donné des pistes pour la rédaction l'écriture du scénario. Mais je me demandais quel a été votre travail d'enquête. J'ai vu dans les remerciements qu'il y avait le juge Édouard Durand qui a présidé la Civise, qui était au générique. Voilà. Donc ma question serait comment vous avez fait ce travail d'enquête pour créer cette œuvre. Merci de votre question. Alors oui, en effet, le juge Édouard Durand, c'est le juge Édouard Durand. Et il a vraiment participé dans le sens où ça a été quelqu'un d'extrêmement important dans tout ce qu'il a pu mettre en œuvre, notamment à la Civise 1, où il était coprésident. Évidemment, on a participé aux rencontres de la Civise, et alors même si on s'est appuyé sur une histoire en particulier, on a très vite vu qu'en réalité, c'était l'histoire de énormément de femmes, énormément d'hommes, et notamment grâce à ces rencontres-là, on a pu affiner nos recherches, discuter avec lui, rencontrer d'autres juges, des avocats également, pour être au plus juste dans ce qu'on voulait obtenir, notamment sur cette grande partie de cette scène d'audience de 55 minutes. Voilà, ça a été très très important pour nous, et je vois aujourd'hui lors des échanges comme on a nous ce soir que ces espaces de parole qui étaient les rencontres de la Civise manquent terriblement, parce qu'il n'y a plus d'espace pour parler, pour parler parfois pour la première fois de ces difficultés-là, d'inceste, de traumatisme, de parcours douloureux, de parcours très longs. Parce qu'on le sait, à partir du moment où un enfant révèle des violences, déjà il a déjà parlé à 4, 5, 6 personnes avant d'obtenir une réponse de quelqu'un, avant d'obtenir une écoute. Et parfois cette écoute, malheureusement, elle s'arrête juste à l'écoute, et puis on remet le couvercle, comme il le dit très justement.
et l'enfant n'est pas cru et le souligne très bien. Et je reprends ces mots. J'espère qu'il m'en voudra pas, mais c'est-à-dire que quand un enfant n'entend pas une réponse, n'a pas une réponse positive ou un accompagnement, ok, je te crois, on va te protéger, alors, et c'est ce qu'il dit, il perd confiance dans le monde des adultes. Et ça, c'est extrêmement grave et important. Donc, il y a toute une chaîne de travail et tout un réseau ensuite à mettre en place qui est extrêmement long à hauteur d'enfant, parce que quand on sait que quand il attend Noël, c'est hyper long, alors on n'imagine même pas une audience qui a lieu 1 an, 2 ans, 3 ans après, notamment dans le cadre d'AEMO, où c'est les audiences sont très longues. Déjà, les rendez-vous pour avoir un premier rendez-vous avec une éducatrice est extrêmement long. Enfin voilà, le système est un peu bloqué. On l'observe. On voit comment pour ces mères c'est extrêmement long. Donc et pour obtenir parfois pas grand-chose, des classements sans suite, des affaires qui se finissent pas, et la plupart du temps des agresseurs qui ne sont pas condamnés. Et là, c'est vrai que voilà, c'est tout ce travail de recherche qu'on a fait avec Arnaud, que moi je lui ai apporté aussi parce que j'étais déjà en lien avec la Civise, ne serait-ce que pour adresser des patients. La Civise ou d'autres associations, hein. Il y a vraiment des associations de terrain qui sont très très bien et qui essayent avec leurs moyens, parce qu'il y en a peu, d'accompagner au mieux les victimes. Mais voilà, c'est tout ce travail-là qu'on a fait en lien aussi avec ce qui se passe en Belgique, qui est à peu près similaire, avec des temps d'attente différents. Similaires, pardon. Et par contre, c'est juste des façons de nommer les instances de justice qui sont pas les mêmes. Mais au-delà de ça, c'était vraiment similaire. Et d'ailleurs, les avocats que vous voyez dans le film, les 3, je souligne même celui avec la perruque, sont de vrais avocats et des avocats engagés dans la protection de l'enfance. Et c'est en ça qu'il nous paraissait vraiment très important de pouvoir garder une véracité dans ce moment-là et une vérité, et être plus juste de ce qui se passe en Belgique et aussi en France et dans d'autres pays, j'imagine, pas partout, hein, cela dit, mais d'essayer de travailler ensemble, parce que je pense, et j'en suis de plus en plus convaincue, que si on met tous nos forces ensemble pour faire bouger un petit peu, même un peu plus, on aimerait vraiment faire vraiment bouger les choses, ça va être compliqué, mais voilà, on avance à petits pas, et il y a des choses qui bougent. C'est en travaillant en effet avec les éducateurs, avec les soignants, avec la justice, et je pense que même si je viens du soin, il y avait quelque chose et c'est vrai qu'on avait fait une projection comme ça à Nantes, et quelqu'un a dit il y a du soin dans le film. Alors déjà, j'étais très touchée de ça. Et en effet, je pense qu'il y a du soin, ne serait-ce que dans la façon dont on a voulu faire le film, dans la façon dont on a accompagné aussi les acteurs et les acteurs jeunes. Et il y a du soin aussi dans le parcours de cette mère qui, parce qu'elle a pu avoir ce temps de parole, ça répare. Et c'est en ça, je pense, que la justice peut aussi, on n'a pas voulu faire une critique de la justice, hein, mais peut aussi réparer si on donne les bons mots et le temps de la parole et de l'écoute. Voilà, j'espère que je réponds un peu à votre question. Bonsoir, merci beaucoup. C'était vraiment une claque. Ce film est très puissant. Je voulais savoir comment vous avez accompagné les jeunes acteurs, parce que je me dis que déjà leur expliquer ce scénario, bon, tout le monde sait que l'inceste c'est une réalité, mais je me dis que ça a dû être difficile pour eux. Oui, merci pour votre question également, parce que c'est vrai que c'était pas si simple. C'est pas si simple parce que autant avec Adèle, la jeune fille qui joue le personnage de Lila, de la grande sœur, c'est une fille qui était déjà
comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, alors je vais pas reprendre le texte de l'avocat, mais voilà, qui est engagée dans des luttes et elle était sensible déjà à ces questions-là et on l'a accompagnée comme une adulte. Après, on a répondu évidemment à ces questions, mais elle n'en avait pas tant que ça. Et puis on a vraiment essayé de l'accompagner au mieux, ou en tout cas lui donner un espace sécurisant au moment du tournage et en amont. Et Adèle, en plus, on l'a choisie vraiment. Au moment du casting, c'était elle. On savait que c'était elle. Moi, je l'ai vue même sur une vidéo et je me suis dit, c'est elle. Et parce que je voulais vraiment une adolescente, très ancrée dans une réalité d'aujourd'hui, avec cette question de quel impact ça peut avoir sur les frères et sœurs. Et on sait qu'il y en a énormément lorsque son petit frère ou sa petite sœur est victime. Voilà, il y a un impact évidemment de violence et toute la famille est victime aussi. Donc ça, on a expliqué ça, que c'était très très important pour nous qu'elle soit, même si au départ elle a pas beaucoup de texte, et elle nous dit je suis pas trop là, est-ce que j'ai dit si vraiment c'est très important que tu sois là, et je vous cacherai pas que moi c'est presque le personnage que auquel je tiens le plus. Pour Ulysse, ça a été un peu plus complexe parce qu'il est jeune, il avait 10 ans au moment du tournage. On a vu plusieurs enfants, on avait le choix entre 2 enfants en fait, un peu plus petit et qu'on aimait beaucoup aussi, mais ça ne correspondait pas à ce côté un peu. On voit que ce personnage d'Ulysse et Ulysse, d'Étienne et Ulysse le montrent très bien. Il est un peu à côté, avec des moments où, comme ces enfants-là, sont pas présents parce que ils sont dans quelque chose encore de l'ordre de la sidération ou de la déconnexion aussi liée au trauma. Et il amenait un peu ça. Mais ça c'est nous qui l'avons observé. En revanche, pour parler avec Ulysse, on a été même un peu nous-mêmes, alors que moi je fais de la prévention aussi auprès des jeunes, un peu en difficulté de se dire est-ce que c'est à nous de lui en parler, est-ce que c'est aux parents, quels outils on va utiliser, et presque on s'est laissé un peu coincé. Est-ce que on a besoin de lui dire tout le scénario ou pas? On a vraiment eu des discussions comme ça, et puis moi, à un moment donné, j'ai dit, mais en fait, il ne peut pas faire le film s'il ne sait pas de quoi ça parle. Ce n'est pas possible. Mais on était vraiment en difficulté, et même dans les temps de travail avec Myriam avant, où on a créé un peu de complicité, on a tenté de créer de la complicité entre la mère et son enfant. On avait du mal, on tournait un peu autour du pot, jusqu'au moment où Ulysse lui-même, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait le père? On s'est un peu retrouvés un peu comme des cons, quoi. On s'est dit, mince, on s'est laissé avoir parce qu'en fait, je pense que c'est nous adultes qui avons peur de parler aux enfants, alors que même moi, je me dis, mais Charlotte, tu le fais dans ton travail, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et du coup, j'ai appelé sa maman et je lui ai dit, écoute, là, voilà, moi, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse avec vous? Elle avait du mal aussi à en parler. Et je dis, sinon, Ulysse, il pourra pas faire le film. Enfin, moi, je peux pas l'accompagner sur ce projet-là. Je veux dire, on parle de protection de l'enfant. Si on le protège pas, lui, ça ne va pas. Elle dit oui. Et du coup, on l'a fait ensemble. Et une fois qu'il a compris ce qu'il avait fait le père, avec des mots très simples, le père, il a touché les parties intimes de son fils. C'est interdit par la loi. Point. Il a compris. Et ça roulait. Et pour ça, en fait, on s'est dit, mais en fait, c'est nous qui avions peur, tout simplement, comme beaucoup d'adultes, on a peur de poser et de parler de ces choses-là. Et voilà, et je me suis sentie un peu bête d'avoir ressenti ça, mais ça s'est très vite remis en place. Et on a utilisé notamment, mais comme quoi on peut avoir réfléchi à tout et puis voilà, être quand même, puis quand c'est pas son enfant, c'est délicat. Et on a utilisé les ouvrages de Maïlan Chapiron,
qui sont extrêmement bien faits, les vidéos qui sont extrêmement bien faits, où elle raconte, elle, dans un livre qui s'appelle Le Loup, peut-être que certains connaissent, et il y a une petite vidéo avec, c'est chez La Martinière, où elle raconte l'inceste qu'elle a subi, elle, et je le dis parce qu'elle en parle, hein, sinon évidemment je me permettrai pas. Elle a fait partie aussi de la Civise et elle travaille dans les écoles pour justement aborder ces questions-là de manière très simple avec les enfants. Donc on a utilisé ces outils pour parler avec Ulysse et même Adèle s'en est emparée et puis tout le monde en fait. Donc parce que c'est des outils qui sont très très bien faits. Donc il y a 3 livres, Le Loup, un autre pour les plus petits qui s'appelle C'est mon corps et un autre Interdit de me faire mal. Et là elles viennent de collaborer avec le juge Durand autour de la question des droits de l'enfant, voilà, qui a un livre qui s'appelle Tes droits et tes besoins comptent et qui est illustré par Maïlan, et c'est une conversation entre les enfants et le juge Durand. Et d'ailleurs, elle a fait une illustration d'une des scènes du film, notamment de la scène d'audience, pour illustrer Tu as le droit à une justice qui te protège. Et je trouve, c'était très touchant qu'elle fasse ça pour nous, parce qu'elle m'en avait pas parlé, alors qu'on se connaît depuis bien longtemps avec Maïlan. Et donc ça m'a extrêmement touchée qu'elle fasse ça. Et en plus, elle me dit, pour la petite histoire, voilà, on lutte ensemble en fait. Et de la même façon qu'on est là encore, je le redis, ce soir ensemble, tous adultes protecteurs pour ces enfants. Voilà, il y a un sens. On va tous vers le même sens, j'espère. Et c'était très 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 touchant de sa part. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé avec les enfants. Et après, au niveau du jeu, on a demandé à Adèle de toujours embarquer Ulysse, voilà, dans l'action. Et lui avait des indications très claires de jeu. Il faut que tu sortes de la pièce. Là tu attends. Là tu ne veux pas sortir de ton petit espace, notamment lorsqu'il est en bas des escaliers. Voilà, c'était des indications de jeu très très claires. Et à partir du moment où il a su ce qu'avait fait le père, ça a roulé extrêmement bien. Voilà. Merci Charlotte. Alors on avait une autre question juste ici. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, félicitations parce que, comme disait la personne avant, c'est une vraie claque et le film est d'une telle force qu'on se demande même parfois si c'est pas un documentaire. Donc, je sais pas si tout le monde entend bien. C'est une vraie réussite et merci pour ce film. Ma question, elle est pratique puisque vous venez pas du milieu du cinéma, du soin. Comment on entre dans le milieu du cinéma, parce qu'entre vouloir raconter ça dans un film et le faire vraiment, il y a quelques pas à faire. Il y a des embûches, le financement, la production, tout l'aspect technique, la direction d'acteurs. Vous aviez peut-être des réseaux, des connaissances pour. Et puis ma deuxième question, c'est la scène de l'audience, donc la scène centrale. J'ai lu un peu avant, il y avait. Vous avez fait je crois que c'est filmé sur un plan séquence. Vous laissez complètement dérouler du début à la fin. Après, est-ce qu'il y a un montage, est-ce que, des choses un peu techniques, ou est-ce que vraiment c'est presque comme un documentaire où vous laissez dérouler et il y a de l'improvisation des acteurs, des personnages du film. Et merci encore. Merci. Alors, pour répondre à votre première question, non. Je ne suis pas ni la fille d'eux, ni... voilà. Par contre, il y avait vraiment une urgence pour moi de faire ce film-là. J'avoue que c'était un pari un peu fou. Moi, j'ai rencontré Arnaud, alors très simplement, par Instagram. J'avais commencé à écrire donc ce scénario sur mon travail et j'ai vu un clip d'Arnaud, un clip du groupe Fauve, et qui était hyper speed et tout. J'ai dit ah ouais, moi je veux un truc comme ça, machin. Hop, je le contacte parce que je me dis en fait faut y aller quoi. Et je vais pas laisser ça dans mon placard, dans mon tiroir. Et du coup, je lui dis voilà, moi je travaille là-dessus. Est-ce que ça te dit de regarder au moins, de donner quelques conseils? Et en fait, on a commencé à écrire ce premier scénario.
qui est maintenant mis de côté parce qu'on a des projets différents et voilà, peut-être qu'on retravaillera dessus ou séparément, mais voilà. Et du coup, au cours de cette écriture-là, on a vu qu'il y avait l'appel. On avait déjà écrit au moins pendant 2-3 ans. On a passé des commissions en Belgique, des commissions d'écriture, des commissions de développement de films qu'on a validées. Donc, il y avait, en fait, je pense que l'envie que j'avais et puis la véracité des situations et des scénarios que j'apportais, plus lui, il avait fait une école, donc entre guillemets l'entrée, elle était un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il connaissait le système en Belgique. Voilà, ça a facilité de passer des commissions et de les obtenir. Et ensuite, on a travaillé avec pour proposer donc ce film-là dans le cadre des subventions légères, et on l'a eu, et c'est un vrai accompagnement puisque alors il y a déjà un soutien financier de base qui est à peu près de 125 000 €, et ensuite on a eu des télés qui se sont mis sur le projet, donc BTV, la RTBF, on a eu la loterie aussi, et Arnaud lui avait déjà une boîte de production avec un autre camarade, et enfin un autre mec qui fait réalisateur d'ailleurs, hein, Mathieu, et ils avaient déjà cette boîte de production, et Arnaud a monté ensuite une autre boîte avec Arnaud Pontière qui produit le film, et c'est de cette façon-là qu'on a pu obtenir aussi les autres budgets. Donc voilà, mais c'était aussi son premier film à Arnaud, et je pense que c'est vraiment l'alliance de nos deux compétences. Et puis, enfin voilà, moi j'étais pas non plus novice dans le sens où j'avais déjà écrit des courts-métrages, j'avais fait beaucoup de théâtre. Voilà, j'avais pas trop peur, mais quand même un peu. Hein. J'avoue que la veille du tournage, j'ai fait ah ouais, ok, on y est. Et on a été accompagné par un atelier, une résidence d'écriture qui s'appelle le Groupe Ouest. Donc on a eu 2 consultants, Anaïs Télène et Nicolas Buenoventura. Je crois, oui c'est ça, et, ouais, Nicolas, ouais, c'est pour ça que j'ai bugué, et qui étaient vraiment des très très bons consultants, et on a eu 2 temps d'écriture avec d'autres réalisateurs qui nous ont fait prendre de la distance par rapport aussi au scénario, par rapport à l'enjeu qu'on voulait y mettre, à notre colère aussi, comment se détacher de ça pour le mettre dans les personnages, à réfléchir, à cheminer, comme on dit au Groupe Ouest, avec tout ça, et on a écrit le film, et on s'est lancé. Mais c'est vrai que le budget est petit, c'est 400 000 € je crois, donc c'est un petit budget, mais qui nous a permis aussi, dans cette urgence, de trouver des solutions et de créer. Enfin, je trouve que l'urgence et le petit budget amènent à la création, même si parfois, comme on en discutait juste avant ensemble, on parlait de cette scène d'audience, et comme ça je vais pouvoir répondre à votre deuxième question, qui a été filmée en effet à 3 caméras, mais dans ce lieu-là où au départ on s'est dit tiens, on va reconstituer une salle d'audience, et en fait non, déjà on n'a pas l'argent, et en fait on a fait ce repérage-là de ce plateau extrêmement vide. C'était un plateau de coworking tout vide, avec ces grandes fenêtres qui, même lors du repérage, avaient presque dessiné, grâce à la luminosité belge, les espaces au sol. Donc on n'avait même pas besoin en fait de créer des espaces. Mais comme dans le cinéma, on se dit ah ouais, on va créer un studio, on va fabriquer ça. On s'est un peu laissé attraper par ça. Heureusement, on a fait marche arrière suffisamment tôt pour pouvoir laisser aussi la création et cette énergie-là collective. C'était pour créer ces espaces, et ça fonctionne. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement positif. Et justement, pour cette question de cette scène centrale de 55 minutes, alors il y a eu plusieurs points. Ça va, je parle pas trop vite? J'ai l'impression d'enchaîner. Il y a eu plusieurs choses. Déjà, il y avait le travail avec les vrais avocats.
Donc ça, alors qui amène le côté en effet documentaire, un peu. Mais nous, on voulait vraiment, vraiment rester dans la fiction. Et donc ce travail avec les vrais avocats, quand on va comme ça lors de matinées d'audience, les victimes, les mères protectrices et les enfants, c'est une fois peut-être durant l'année. Donc on a une seule chance. Donc on avait ça en tête, se dire bon, c'est une fois cette année-là, c'est ce moment-là, faut pas le louper. Donc tout le monde est très préparé et en même temps, comme dans n'importe quel scénario, tout peut arriver. Donc c'était très scénarisé presque déjà. L'audience déjà, elle est presque comme ça. Donc nous, on l'avait très 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 bien écrit pour tous les personnages, autant les avocats que le père, la mère et la juge qui est aussi comédienne, Nathalie. Et donc on avait très très bien écrit. Et au moment du travail de préparation, on a confronté donc Myriam avec les avocats en disant aux avocats bon, vous le faites comme si vous avez préparé votre audience, vous vous appuyez sur certains points. Eux avaient déjà relu un petit peu, même j'espère bien plus qu'un petit peu, mais avaient déjà travaillé le texte et ils l'ont préparé vraiment comme une vraie audience avec leur manière à chacun de travailler et on les a mis en face du père et de la mère et notamment surtout de Myriam. Et en fait, on a vu que ça marchait super bien. Donc on s'est dit putain, c'est trop bien. Ok, on y va et on va leur laisser cet espace de jeu là en demandant donc à Myriam et Laurent Capelluto, donc le père, de très bien connaître leur texte, de le connaître sur le bout des doigts, de bien le défendre, de pas s'éloigner de ça, tandis que les vrais avocats d'osciller un peu et de travailler comme ils travaillent une vraie audience. Et d'ailleurs, même dans leur rencontre en amont, et je me rappelle très bien de Laurent et Marion, donc son avocate, ils se voient, bonjour maître, voilà, ils se parlaient vraiment comme ça et c'était très plaisant aussi à voir et très plaisant de voir que ça fonctionnait. Et du coup, c'est quelque chose qui, pour nous, on s'est dit on va le laisser dérouler une fois en entier à 3 caméras, en mettant une caméra fixe sur la personne qui parle et les 2 autres sur 2 autres personnages. Et parce qu'on avait quand même en tête que même si c'est un film de parole, c'est un film sur l'écoute et comment on reçoit cette parole. Donc, on voulait vraiment rester le maximum de temps sur les gens qui reçoivent la parole. La juge, la mère, les autres avocats, enfin voilà. Donc, on se gardait vraiment de rester sur la personne qui est en train de parler et les 2 autres. Et c'est comme ça qu'on a déroulé la première fois qu'on l'a tourné. On a presque été au bout, pas tout à fait parce que c'était très éprouvant pour tout le monde de par le texte et l'intensité des situations. Et voilà. Et ensuite on l'a refait 2 autres fois, mais on voulait pas épuiser les uns et les autres et notamment les avocats et garder quelque chose de l'ordre du jeu, du théâtre aussi. Et ça, Myriam et Laurent sont aussi des acteurs de théâtre, donc on savait qu'ils avaient la capacité de le faire. Et d'ailleurs, on les a aussi choisis en ayant ça en tête. Mais on voulait vraiment garder ce côté où c'est une seule fois. C'est ce moment-là et tout peut arriver. Alors, on a eu des moments assez drôles, notamment avec l'avocate de Alisa, de la maman, qui, à un moment donné, on a dit non, là, c'est bon. On s'arrête parce qu'elle partait dans plein de choses. C'était un vrai exercice pour eux et ils sont des comédiens, quoi. Pour moi, c'est pareil. C'est très, on a eu beaucoup de chance, en fait. Et Colline, qui a fait le casting, a fait un casting extraordinaire parce que ils sont
fantastiques. Ils sont assez exceptionnels tous, et c'est vrai que Voilà. j'ai été très surprise d'apprendre qu'il y avait des acteurs non professionnels, même si c'est vrai que le métier d'avocat, forcément, c'est quand même l'art aussi de parler. C'est assez fascinant, et c'est vrai que c'est pour ça que ça donne aussi ce côté documentaire fiction qui est un peu hybride, mais du coup qui nous maintient en tension, particulièrement sur cette scène, et justement au niveau de ce que vous disiez par rapport à l'écoute et aussi l'attente de prendre la parole, et ce que je trouve, ce qui m'a marqué sur la deuxième vision, parce que c'est vrai que la première est quand même très forte sur l'émotion, la deuxième vision m'a vraiment permis de découvrir tout le travail sonore qui a été fait et tout ce son en hors-champ, où finalement, justement, cette scène de 55 minutes, elle s'ouvre sur des personnes qui ne parlent pas, mais on entend la voix de la juge et ensuite de l'avocat, et on voit toute cette tension parce qu'ils sont assis tous les deux à côté, ce qui est quand même, on en parlait tout à l'heure, mais ce qui est quand même assez fou, et du coup c'est ce que vous me disiez, C'est la réalité. Ouais. c'est la réalité, et ça paraît fou que deux personnes qui sont quand même dans un conflit aussi fort puissent être assis aussi proches. D'ailleurs, d'où peut-être la scène où elle a cette sensation où il l'a touchée. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, il y a tout ce travail sonore qui est très très intéressant, je trouve. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que vous aviez imaginé, ou c'est venu justement en tournant cette scène avec un travail de montage après, où il y avait des références déjà que vous aviez par rapport à des envies de cinéma? Alors, la personne qui a travaillé beaucoup sur la musique, qui a travaillé sur la musique, c'est Lolita Del Pino, et elle avait déjà travaillé avec Arnaud sur son court-métrage qu'il a fait juste avant. Et donc moi je l'ai rencontrée, et on a très vite accroché. C'est vraiment une super fille et compositrice, et elle s'est tout de suite elle a beaucoup aimé le scénario, et elle a tout de suite pensé à beaucoup de choses, et vraiment être là comme presque un troisième personnage. On a travaillé notamment, et on a été partenaire avec le Festival Musique et Cinéma de Marseille, qui travaille au niveau sur cette question du troisième personnage. Et donc on était aussi autour de cette question-là, comment le son, comment la musique, comment on accompagne justement les émotions que traverse Alice, et à savoir des émotions presque. Et quand on écrivait avec Arnaud, on avait cette sensation de un peu aquatique parfois. On pensait à une cage de plongée, on pensait à une cage où il y a un loup qui tourne. Bon, il y avait cette histoire de cage, donc de cage thoracique, donc de souffle. Moi, j'ai amené aussi l'idée que, en effet, on sait que les personnes qui ont subi des traumatismes, bien souvent, perdent déjà de l'espérance de vie. Hein, ça, c'est malheureusement une réalité. Et aussi ont des pathologies respiratoires assez importantes. Le souffle coupé, d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on est agressé. Hein. On est saisi, on est sidéré, on a le souffle coupé, et donc la question de la respiration et du souffle était vraiment très très importante pour nous. Donc on a échangé avec Lolita, et au départ, elle nous a proposé de travailler autour de l'accordéon, et donc de la cage thoracique comme ça qui se tire. Donc elle a fait des propositions autour de ça. On a trouvé ça très juste, et en même temps on voulait aussi quelque chose de très physique et presque de proche de la terre, quelque chose de comme un battement de cœur, mais pas aller non plus dans le pathos. On voulait pas le violon. Hein. En gros, on s'est pas dit de toute façon déjà c'est suffisamment. En fait, la voix suffit, le souffle suffit. On va pas rajouter des violons là-dessus. Là, c'est sûr que ça va pas marcher. Et puis, on n'en avait pas du tout le désir. Mais par contre, d'être au plus près de la sensation, et à chaque moment du film, je pense que c'est ce vers quoi on a été, d'être vraiment sur qu'est-ce qu'elle ressent, et comment je peux emmener le spectateur à ressentir un petit peu, sans le prendre en otage évidemment, parce que c'était pas du tout l'idée, mais
voilà, comment mettre, et ça a été pour moi un travail, comment mettre ces sensations-là en images et au travers du cinéma. Et je pense que même que sur mes prochaines réalisations, c'est vraiment ça, comment la sensation, on peut la transmettre au-delà du documentaire dans un film de fiction. Et Lolita a très très bien compris ça. Elle nous a fait d'autres propositions, de trucs aquatiques. Donc elle avait un instrument, je sais plus comment ça s'appelle, water, je sais pas quoi, un espèce de grand bac comme ça, où des percussions, et elle nous a proposé des boucles et qu'elle a travaillé, et voilà. Et puis après ça s'est mis ensemble. Au moment du tournage, elle est venue prendre du son un peu partout dans le lieu, avec cette moquette aussi. Qu'est-ce que ça donne, la tuyauterie, enfin tous les espaces dans lesquels ça circulait, notamment l'enfant lorsqu'il s'échappe. Et tout ça a fait une nappe sonore qui ne s'arrête pas en réalité. Donc elle est à plusieurs niveaux, mais elle ne s'arrête jamais. Elle est tout le temps là. Et c'est très intéressant. Et puis moi, je m'en suis rendu compte aussi avec Arnaud. On s'est dit, ah tiens, c'est marrant. Parce qu'on avait fait justement au Festival Musique et Cinéma une écoute à la radio, mais juste du texte. Et là, la musique a pris de l'ampleur. Il n'y avait plus l'image. Enfin, voilà, qu'on regarde. Et c'est là où je me dis, vraiment sur ces questions de comment on entend la parole de l'enfant, comment on entend la parole, comment on écoute, comment des fois on part un peu ailleurs parce que ça va. Ce travail-là, c'était très important pour nous, et ça se voit, enfin ça s'entend du coup. Ça s'est très bien entendu à ce moment-là, à cette émission de radio. Et on s'est dit même, on a envie peut-être de faire un objet aussi, d'entendre cette audience avec ce son-là. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Mais oui, c'était un gros travail que Lolita a fait. Et pareil sur le déroulé là du générique, on l'a laissé vraiment. On dit, écoute, vas-y, propose quelque chose. Et c'est tout à fait adapté parce que voilà, je pense qu'elle a extrêmement bien compris et suivi. Enfin voilà, c'était super. Il y a un rendu très sensoriel, effectivement. Oui, bonjour. Bonjour. Bravo. Je suis très touchée par ce film. Je viens de... Vous m'entendez? Oui, merci. Oui, pardon, j'ai un grand accent, excusez-moi. Pas de souci. Je viens du monde du documentaire, journaliste, et pour moi, c'est une évidence qu'il faut passer par la fiction quand on traite ces sujets. On ne peut pas laisser les victimes... Bien sûr. C'est injuste. Enfin, il faut vraiment passer par la fiction, donc bravo. En fait, je m'interroge sur le personnage de l'avocat qui représente les enfants. J'ai 2 questions. Je voulais savoir par quel processus d'écriture vous êtes passé pour son personnage. Je ne connais pas très bien le système judiciaire, justice française. Est-ce que cet avocat existe? Oui. Est-ce que vous avez écrit son personnage basé sur quoi? Et j'ai l'impression qu'il était très caractérisé. Caricatural? Oui, donc. Et puis la dernière question, c'est que si ça existe, comment permettre à quelqu'un comme ça de représenter des enfants? Malheureusement, ça existe. Oui, enfin, je m'en doute si vous avez choisi de le représenter comme ça. Est-ce que c'est parce que pour vous, c'est la plupart de juges ou une grande majorité, enfin d'avocats ou une grande majorité? Alors ce personnage, c'est vrai qu'il questionne. On s'est dit, est-ce qu'il n'est pas trop caricatural, comme vous avez dit? Est-ce que voilà, ce discours, est-ce que vraiment c'est ça existe vraiment? Oui, c'est malheureusement des avocats, alors qui sont souvent commis d'office, qui existent. Et là, il n'est pas si caricatural que ça. Il est bien en dessous de ce qui peut exister et qui protège nos enfants.
Et c'est pas la majorité, hein, on est bien d'accord, mais ça existe avec ces discours-là, ces discours qui sont à la fois très paternalistes, à la fois très jugeants sur voilà, il faut un papa et une maman pour éduquer des enfants. Bon, on sait bien que non. Voilà, il y a plein de façons de faire, et c'est surtout pas à lui de juger ça. Et surtout, il se range très vite, quelque part un peu du côté du père. On ne sait pas, mais on se doute quand même si lui, au fur et à mesure de l'audience, on voit qu'il bouge un peu. Pour lui, il est resté convaincu que, en fait, il ne fait pas la différence entre la filiation, entre l'autorité parentale, entre le fait d'être parent et voilà. Enfin, il y a pas de lien à maintenir avec son enfant, quoi qu'il arrive. Je veux dire, quand la mère pose la question, nous, en tant que victime adulte, on ne pourrait pas être auprès de notre agresseur, et qu'elle dit pourquoi mes enfants, on les oblige à le faire. Pour moi, c'est la vraie question. Pourquoi on oblige les enfants aujourd'hui à être en présence de leur agresseur? Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'aimerait pas. Enfin, je veux dire, on se fait violer n'importe où, et c'est pas dans le parking en général, hein, c'est plutôt à la maison. On n'a pas envie d'être confronté à son agresseur. Pourquoi les enfants, on les oblige à le faire ça? Parce qu'on se dit que c'est quand même son père, que c'est quand même, il faut maintenir le lien, que il y a des espaces de médiation, et il y a sans doute des espaces de médiation qui fonctionnent très bien et qui sont adaptés, ça évidemment, mais pas que. Et dans certains cas, je pense vraiment que c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine de maintenir le lien quand il y a eu, je veux dire, qui aimerait ça? Donc ce personnage-là, il est pas tant grimé que ça. Évidemment, on lui a mis la perruque qui nous permet aussi de prendre un peu d'air, de se mettre un peu à un moment donné. Ça fait du bien de rigoler parce que c'est un moment de la vie de cette famille. Mais évidemment, par la suite, ils vivent toute l'année ensemble, ils rigolent, ils pleurent. Des fois, il y a en effet ce qu'elle explique. Elle va attacher son gamin parce qu'il va pas bien. Voilà, il y a des évolutions, il y a des parcours aussi d'AEMO où c'est compliqué d'aller peut-être, ou d'aide éducative en milieu ouvert, avec des éducateurs qui sont parfois peu ou pas formés. Et je reparlais de la formation tout à l'heure, et c'est vrai que ce film-là, j'espère, en tant qu'éducatrice, infirmière et aujourd'hui réalisatrice, que ce sera un outil de formation également. Et un outil de formation pour la justice. Là, vous nous dites que c'est juste en face, donc on espère qu'ils vont venir voir le film. Mais aussi un outil de formation, voilà, pour ces personnes-là. C'est-à-dire comment on veut protéger nos enfants. Quelle société on a envie pour eux. Donc ces avocats-là, bien souvent, ils ont été formés aussi autour de la question de l'aliénation parentale, qui est alors je ne sais pas si on dit un concept, peut-être quelqu'un pourrait définir un peu mieux, mais en tout cas, qui se définit comme disons que la mère manipule son enfant contre le père. Voilà, ça c'est un concept qui n'est plus utilisé normalement en justice aujourd'hui. Cependant, on va mettre en avant ce qu'on appelle le conflit parental, et lui c'est ce qu'il met aussi en avant, c'est-à-dire voilà, c'est madame est déçue, madame a des difficultés, sa pauvre mère toute seule avec ses deux enfants, voilà. Donc c'est ce qui l'amène, mais lui on n'a pas voulu, on a voulu montrer différents personnages qui existent malheureusement, sans forcément pointer du doigt. Après, Mounir n'est pas comme ça. L'acteur qui joue ce personnage, qui est avocat, il est avocat pénaliste, mais et on voit bien qu'il bouge un petit peu dans le film aussi, mais c'est des avocats qui existent malheureusement et qui protègent nos enfants et qui parlent à leur place. Donc évidemment, face à des avocats comme ça, j'imagine bien que les enfants ne parlent peu. Enfin, je veux dire, qui aimerait parler à un mec comme ça, sérieux?
Donc voilà, mais on l'a vraiment pour vous dire, il est pas caricaturé. Merci. Alors, on va peut-être arriver à la dernière question de la soirée. Comme Charlotte, tu travailles demain matin. Alors, je ne sais pas si quelqu'un souhaite peut-être clôturer un peu cette séance. Je regarde une dernière fois, mais justement, je trouve qu'il y a quand même une note d'espoir à la fin. Mais il y a aussi ce personnage de la juge, qui est joué par une actrice, et qui laisse quand même ce message d'espoir, qui est le titre du film. Donc cette dernière parole qui clôture justement tout ce mécanisme qu'on a pu observer pendant 1h20. Ça, c'est quelque chose qui était là dès le début du scénario et qui a défini aussi le titre du film. Oui, je pense que on vous croit. Alors déjà, c'était ce qu'avait dit le président lorsqu'il a mis en place cette Civise. On vous croit, on vous protège. Donc il y avait aussi quelque chose de se dire ah ouais, voilà. Donc il y avait ça. C'est aussi un slogan qu'on a vu beaucoup sur les murs, collé. On vous croit, on vous protège. Je pense qu'on peut pas dissocier ces deux phrases. On vous croit, enfin ces deux slogans. Pour nous, ça a été tout de suite ça. Pourtant, lorsqu'on cherchait des distributeurs, ça a été compliqué au départ avant d'avoir et on a eu énormément de chance d'avoir ce prix, cette mention spéciale à Berlin, et vraiment c'était extraordinaire de pouvoir aller jusque là-bas. Mais avant ça, c'était compliqué. On nous a remis en doute sur le titre. Est-ce que c'est pas trop vous pensez que ça va fonctionner? Eh ben oui, en fait c'est important. C'est important de dire ces mots aux enfants, aux adultes aussi, parce que parfois, lorsqu'on a cette première parole-là, des fois c'est à 70 ans, 75 ans, en fait, on vous croit, et ça rassure, et ça répare aussi un peu. Ça fait pas tout, évidemment, mais pour nous, c'était évident que ça soit ça. Et puis, oui, en effet, ça, on a voulu, alors, comment dire, par rapport à la perruque, voilà, on rigole un petit peu, et puis ce petit retournement où cette adolescente justement enregistre cette audience, il y a quelque chose de. Aujourd'hui, je pense elle aussi, elle a perdu confiance dans la justice pour en arriver à enregistrer l'audience. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour le transmettre à sa mère? Regarde ce qu'on a dit. Ou est-ce que c'est pour elle se sécuriser? On peut y mettre ce qu'on veut. Tout ça, c'est des hypothèses. Je ne sais pas. Et je vous laisse, votre espace à vous pour définir ça. Mais oui, on voulait de toute façon quelque chose de lumineux, parce que même dans ce geste-là de cette adolescence, elle reprend un peu de force, elle prend un peu de pouvoir aussi sur cet espace où voilà, et même cinématographiquement, je veux dire, on commence ce film avec cet enfant qui est au sol, avec cette justice qui écrase, voilà, finir sur quelque chose d'un peu lumineux où le personnage d'Alice a traversé toute cette audience. C'est pas fini, évidemment, on ne connaît pas l'issue, mais je pense que quelque part, le fait encore d'avoir parlé, d'avoir eu cette réponse de « on vous croit », apportée par sa fille, par cet enregistrement, c'est quelque chose qui le ressoude un peu. Je pense qu'elle retrouve grâce à la justice. Donc vraiment, c'était pas de dire voilà, la justice, c'est tous nazes, ils sont pas formés, je sais pas quoi. Non, on peut se réparer aussi parce que certains juges, certains avocats nous accompagnent et simplement disent « Ok, oui, c'est passé ça ». Simplement, un juge pour enfants qui dit à un enfant « Oui, je te crois. Oui, tu as vécu de l'inceste. Oui, c'est ça. » Mettre des mots, les entendre, les écouter, se mettre à sa hauteur, ça permet de se reconstruire aussi. Et le parcours de cette mère qui traverse cette audience et qui nous touche tous, moi je pleure encore, hein, donc quand je vois certaines parties, et notamment cette phrase, ce que je disais tout à l'heure, pourquoi on les oblige à le faire, et quand elle dit mais
Qui voulons-nous protéger? Qui voulons-nous protéger? C'est ça. Qui on a envie de croire, en fait? Est-ce que c'est pas plus dangereux de croire un agresseur qu'un enfant? Parce que et on le voit. Et là, il y a eu le reportage de Mélissa, produit par Mélissa Thériault et réalisé par Johanna Bodo sur les mères protectrices. Il y a quelques semaines, qui s'appelle Mères en lutte. On voit comme les parcours sont similaires, douloureux. C'est des mamans qui n'ont plus leur enfant parce qu'on les remet au père agresseur, parce que on doute. La question du doute, elle est là tout le temps. Et juste, je voulais revenir sur un truc. Tout à l'heure, vous parliez de cette proximité entre le père et la mère, et de savoir si elle l'a fait ou pas. Ça, pour nous, c'était hyper important de re-questionner le doute, parce que le doute, il est en question tout le temps. Même si, évidemment, à des moments, on sait, on ne doute pas, on croit à l'enfant, il n'y a pas de problème. Mais le doute, il permet aussi aux victimes de supporter, quoi. Parce que ce qui traverse, c'est tellement terrible. Les enfants sont, moi, ce film, c'est aussi c'est surtout pour les enfants. Ils sont bien plus courageux que nous, et tellement courageux qu'on pense qu'ils peuvent être à côté de leur agresseur. Il faut les protéger, quoi. Donc, ici, tous, merci d'être venus vers ce film-là, et parallèlement, ça sort le 12. Je sais que tu me disais qu'il y avait peut-être des membres d'associations ou des juges, de travailler aussi en équipe. C'est un support de formation, je pense. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Charlotte.